Cette immensité de forêt que vous voyez devant vous, c'est la réserve naturelle de Cotacachica-Yapas, communément appelée ici El Bosque Nublado. Dans cette région reculée du nord de l'équateur, 243 000 hectares de forêt sont protégés. Une biodiversité unique vit ici. 689 espèces d'oiseaux, 139 espèces de mammifères, dont des loups, jaguars, ours et autres pumas, 111 espèces d'amphibiens, 124 espèces de reptiles, plus de 2000 espèces de fleurs, et sans oublier une centaine d'espèces en danger d'extinction, dont certains endémiques de la région. Seulement 15 000 habitants vivent ici, tous éleveurs, agriculteurs ou commerçants. C'est ici, dans cette immensité de verdure, que nous allons passer 2 semaines en tant que volontaires dans une exploitation agricole 100% biologique. Salut à tous et bienvenue dans notre deuxième rêve. Pour ceux qui pensaient que le premier épisode était dans une contrée assez éloignée, attendez de voir où est-ce que nous nous trouvons en ce moment. Nous sommes littéralement coupés du monde. Mais avant de vous expliquer ce qu'on fait ici, nous allons vous montrer comment arriver jusque-là. Croyez-moi, c'est pas si facile que ça. Depuis Quito, vous devrez prendre un bus pendant 2h30 pour vous rendre jusqu'à Otavalo. Ensuite, vous devrez aller jusqu'au petit village de Cuellarre. Attention, un seul et unique bus part pour cette destination chaque jour depuis Otavalo, et il est à 13h. Donc si vous ne voulez pas passer la nuit dans ce village, il vous faut arriver avant 13h, si tant est qu'il y a encore des places dans ce bus. 3 heures de trajet vous attendent. Vous pensez que c'est terminé? Raté. En effet, une fois à Cuellarre, il vous faudra prendre un dernier 4x4 dans des petits sentiers endommagés pendant 1 heure jusqu'à destination. Et comme ce serait trop facile pour nous d'arriver sans problème, la pluie nous joue des tours et rend la dernière portion de route impraticable. C'est donc un final à pied sous la pluie et dans la boue qui nous permet d'arriver enfin à notre maison de fortune. Bienvenue dans notre chez nous temporaire. Voici la maison de Patricia, Eduardo et le petit Andy. C'est d'ailleurs avec eux que nous allons travailler la majeure partie du temps. Demain, on vous emmène dans notre travail quotidien. C'est éprouvant, mais réellement revigorant. Levé 6h30, on s'habille, on enfile les bottes, et c'est parti. Première mission, partir dans la forêt équipé de machettes pour aller couper des quantités de bambou suffisantes pour nourrir les cochons d'Inde et les lapins. Ces petites bêtes mangent des quantités incroyables de bambou par jour. Vous pensez que ces mètres de bambou suffisent? Eh bien non. En début d'après-midi, rebelote, il faudra y retourner. Les cochons d'Inde et les lapins sont importants pour la vie agricole ici. Évidemment, ils peuvent servir de repas quand ils sont assez âgés et gras, mais au-delà de ça, Eduardo récupère leurs excréments qui est utilisé comme fertilisant dans les champs. Ce matin-là, nous en profitons également pour dégager les sentiers bloqués par les quelques arbres et branchages tombés pendant la nuit à cause de la pluie. Le travail à la machette est quelque chose de particulier. 2 personnalités émanent de nous. La première, l'aventurier bravant l'inconnu bien entendu. Et la deuxième, le réaliste qui se rend compte qu'un coup sur 2 est inutile et parfois dangereux. D'après Eduardo, tout le monde ici s'est déjà blessé à la machette. Ces engins sont vraiment coupants. Donc règle de base, faire attention. Après avoir réalisé notre première tâche de la journée, retour à la maison pour déguster le petit déjeuner préparé par Patricia, la maîtresse de maison. Elle est la reine de la cuisine. Vraiment, que ce soit pour le petit-déj, le repas du midi ou du soir, elle nous prépare des repas toujours variés, excellents et en quantité plus que suffisante. Un vrai régal. D'ailleurs, l'assister pendant la préparation des repas est également une de nos tâches. Autant que faire se peut, nous devons l'aider à préparer les repas pour parfois 10 personnes, dépendamment de la présence de touristes ou non. Mais pas le temps de niaiser, il est déjà 8h30 et il est temps de se rendre dans les champs pour commencer le vrai travail. Eduardo vit ici depuis 11 ans maintenant. Il possède 75 hectares de terrain, où il cultive de petites parcelles parsemées par-ci par-là. Pour vous donner une petite idée, tout ce que vous voyez, ça lui appartient. Cet expatrié anglais, biologiste de métier, cultive ses terres de manière biologique et sans aucun produit chimique. Cet amoureux de la nature a d'ailleurs acheté ce terrain pour empêcher la déforestation qui l'attendait. Le travail ici, que ce soit élevage ou plantation, est toujours extensif, ce qui requiert évidemment beaucoup de travail pour peu de rendement. Mais pour lui, là n'est pas l'important. That's what I like doing. I like growing food without chemicals and I like C'est donc un travail entièrement fait à la main qui nous attend, et les tâches sont diverses et variées. Débarrasser ses champs des mauvaises herbes, planter des légumes et des plantes en tout genre,
et paradoxalement couper quelques arbres plantés par l'homme au mauvais endroit. En effet, certains arbres implantés ici sont néfastes pour la forêt primaire. Ils sont trop gourmands en eau et prennent trop d'espace, ce qui veut dire que les arbres primaires ne peuvent plus se développer correctement à cause de ces parasites. C'est pourquoi, munis de haches et de machettes, nous nous chargeons de faire tomber ces mastodontes, mais pas sans raison donc. Eduardo compte bien aider cette forêt à reprendre ses droits sur ce qui lui a été enlevé. Il a d'ailleurs lui-même planté 4000 arbres pour tenter de restaurer la forêt. Une fois le travail dans les champs terminé, il nous reste encore une mission dans notre journée. Aller voir les vaches et taureaux pour les déplacer vers de plus verts pâturages. Après 45 minutes de marche, nous arrivons dans les prés où la moitié de son bétail est gardé. Melchior, le beau-frère d'Eduardo, nous accompagne. Et il remarque qu'une des vaches a beaucoup de lait à donner. Son petit est trop grand pour téter maintenant, ce qui veut dire que le reste du lait peut être récolté. Seul problème pour Melchior, comme ces animaux sont en quasi-liberté, ils ne sont pas aussi dociles que ceux en enclos. Et c'est donc un combat perdu d'avance pour récolter une goutte de lait. Jugez plutôt. Impossible cette fois-ci de traire la rebelle. Nous allons donc simplement les guider vers une autre parcelle où l'herbe est meilleure et plus verte. Une mission anodine à première vue, mais qui donne quelques sueurs froides quand un taureau de 500 kg vous fixe et que vous devez le faire bouger sans le vexer. Eduardo a 18 vaches dont un taureau. Avec les hectares qu'il a, il pourra en avoir bien plus, mais pour lui, sa décision de rester avec un petit élevage extensif est logique. I mean that's just the way God made me. My father, for example, and my elder brother are really impressive, productive, efficient farmers in industrial style in the north of England. And since boyhood, I've just for some reason, reacted chemically almost against that way of doing things. Ici, les vaches sont au paradis. Elles sont bien traitées et soignées en cas de problème. Elles ont un espace immense pour s'épanouir et ne sont pas séparées de leurs petits. On ne récolte même pas le lait tant que le veau a arrêté de téter. Et même après, comme vous avez pu le constater, ce n'est pas toujours facile. Mais bien évidemment, comme cela reste de l'élevage, après 5 ans, elles seront vendues pour en faire de la viande. Une situation bien meilleure que 90 à 95% des vaches d'élevage dans le monde, qui sont tuées après 1 ou 2 années d'existence maximum. Les poules et les coqs sont élevés uniquement pour leurs œufs. Pas question pour Eduardo et Patricia de les manger. En général, leur poule vit jusqu'à 6, 7 voire 8 ans et meurt de causes naturelles. A titre de comparaison, les quelques 800 millions de poulets élevés intensivement en France chaque année sont abattus après 35 jours. Quant aux cochons d'Inde, différence culturelle oblige, après 6 mois d'élevage, ils seront cuisinés. Et en ce qui concerne les lapins, ils ne sont pas mangés, ni même vendus. Pour on ne sait quelle raison, les gens ici ne sont pas intéressés par l'élevage de lapins. Probablement trop coûteux en temps. En définitive, ils sont donc juste une monnaie d'échange quand Eduardo et Patricia font du troc avec leurs voisins. Mais vous inquiétez pas, ici on ne fait pas que travailler. En général, nous aidons Eduardo les matinées. Pas mal de temps libre en somme que vous pourrez utiliser pour visiter la région. Curieux de savoir ce qui vous attend? On vous montre un aperçu dans un instant. C'est beau, n'est-ce pas? Ça donne envie.
Eh bien sachez que tout ça est en danger et actuellement menacé par des compagnies minières qui font tout leur possible pour s'installer malgré les désaccords des habitants de la région. Pour en savoir plus, suivez le lien juste ici. Indignation garantie.